Dans les annales de l'histoire, peu de transformations sont aussi choquantes que celles de Gilles Duret. Du héros de guerre le plus célèbre de France à l'un de ses plus célèbres meurtriers d'enfants, ce récit n'est pas seulement un récit de brutalité médiévale, mais un rappel glaçant de la façon dont le pouvoir, la richesse et la noblesse de façade peuvent masquer les plus sombres dépravations humaines. Ce que vous allez entendre vous troublera peut-être, mais c'est une histoire qui doit être racontée, ne serait-ce que pour honorer la mémoire des innocents perdus et pour comprendre comment un tel mal a pu prospérer aussi longtemps sans contrôle. Né en 1405 dans l'une des familles les plus riches de France, Gilles Duret semblait promis à la grandeur. Sa jeunesse fut marquée par les privilèges et les promesses, héritant de vastes domaines s'étendant sur la Bretagne et l'Anjou. À 25 ans, il s'était déjà distingué comme un brillant commandant militaire, gagnant la confiance du dauphin SH et combattant aux côtés de la légendaire Jeanne d'Arc. Ensemble, ils allaient changer le cours de l'histoire de France. Le lien entre Gilles et Jeanne s'était forgé dans l'épreuve de la guerre. À Orléans, Gilles commandait les forces qui briseraient le siège anglais. Combattant avec une férocité qui lui valut à la fois admiration et crainte, il se tenait aux côtés de Jeanne à la cathédrale Saint-Rémy lorsque Charles III fut couronné roi de France, un triomphe qui aurait dû lui assurer une place parmi les plus grands héros de France. Le jeune noble fut nommé maréchal de France, l'une des plus hautes distinctions militaires du royaume. Mais la situation changea après la capture et l'exécution de Jeanne en 1431. Ceux qui connaissaient Gilles remarquèrent une certaine noirceur dans son comportement. Il se retira de la vie de cour, se retirant dans ses châteaux, où il commença à dépenser sa fortune dans des activités de plus en plus étranges. De somptueuses productions théâtrales, mettant en scène des centaines d'acteurs, des costumes exotiques et des décors élaborés, vidèrent ses caisses à un rythme alarmant. Sa fascination pour l'alchimie et l'occulte passa de la curiosité à l'obsession. La transformation ne fut pas soudaine, mais progressive. Tel un poison qui s'infiltrait lentement dans son âme. Ses serviteurs murmuraient qu'il y avait d'étranges cérémonies menées au cœur de la nuit par des alchimistes et des sorciers étrangers accueillis dans son cercle intime. L'homme qui avait autrefois combattu pour Dieu et sa patrie semblait désormais chercher le pouvoir dans des sources plus obscures. Ses contemporains attribuaient son changement au chagrin causé par la mort de Jeanne. Mais la vérité était bien plus sinistre. À mesure que sa fortune diminuait, sa retenue s'amenuisait. Les villages environnant ces domaines commencèrent à signaler une tendance alarmante. Des enfants, en particulier des jeunes garçons âgés de 8 à 12 ans, disparaissaient sans laisser de traces. Au début, ces disparitions étaient attribuées aux loups ou aux bandits, des dangers courants dans la France médiévale. Mais à mesure que leur nombre augmentait, les soupçons de la population locale s'intensifiaient. Les enfants disparus partageaient des caractéristiques communes qui se révéleraient plus tard cruciales pour comprendre le comportement prédateur de Gilles. Ils étaient souvent issus de familles pauvres, des garçons dont la disparition ne déclencherait pas immédiatement l'inquiétude des autorités. Nombre d'entre eux étaient décrits comme particulièrement beaux ou intelligents, des caractéristiques qui semblaient attirer l'attention du maréchal. Certains avaient été aperçus près de ces châteaux peu avant leur disparition, attirés par des promesses d'emploi ou d'éducation. Ce que les villageois ignoraient, ce qu'ils n'auraient pu imaginer, c'est que derrière les murs des châteaux de Tiffage, Machicule et Chanta se déroulaient des horreurs indicibles. L'homme qu'ils avaient autrefois célébré comme un héros était devenu un monstre, usant de son pouvoir et de sa position pour s'en prendre aux membres les plus vulnérables de la société. Tout était prêt pour l'une des plus horribles vagues de crimes de l'histoire, qui allait coûter la vie à au moins 80 enfants, bien que certaines estimations en évaluent le nombre à plus de 200. Les méthodes employées par Gilles Duret pour piéger ses victimes révèlent un esprit calculateur qui comprenait les vulnérabilités de la société médiévale. Ses serviteurs s'aventuraient dans les villages et villes environnants, à la recherche d'enfants issus de familles démunies, dont les parents étaient suffisamment désespérés pour croire à la promesse d'une vie meilleure pour leur fils. L'attrait était toujours adapté aux besoins spécifiques de la famille, poste de page dans la maison du maréchal, apprentissage auprès d'artisans qualifiés, ou simplement la promesse de repas réguliers et d'éducation. Ces expéditions de recrutement étaient soigneusement orchestrées. Les agents de Gilles, souvent bien habillés et portant le sceau du maréchal, abordaient les familles avec des offres trop alléchantes pour être refusées.
À une époque où le patronage de la noblesse pouvait transformer la vie d'un enfant de paysan, l'opportunité de servir dans la maison d'un maréchal de France était perçue comme une bénédiction. Les parents habillaient leurs fils de leurs plus beaux vêtements, souvent empruntés ou confectionnés spécialement pour l'occasion, et les envoyaient avec espoir. Une fois à l'intérieur des murs du château, les enfants étaient d'abord bien traités. Des témoins ont par la suite témoigné que G.E. passait souvent des journées entières à soigner ses victimes, leur prodiguant de beaux vêtements, de la bonne nourriture et des mots gentils. Cette période avait de multiples objectifs. Cela lui permettait de gagner la confiance de l'enfant. Cela satisfaisait son besoin de domination psychologique et garantissait que si l'enfant parvenait à transmettre un message à sa famille, celui-ci serait positif, encourageant d'autres familles à envoyer leurs enfants. L'isolement des châteaux de Xil était crucial pour ces crimes. Tose, sa résidence favorite, était entourée de forêts denses et accessible uniquement par des routes étroitement surveillées. Les multiples tours et les profonds donjons de la forteresse offraient un cadre idéal pour ses activités, à l'abri des regards indiscrets. Sa richesse lui permettait d'entretenir un personnel nombreux, dont beaucoup étaient complices de ses crimes ou trop terrifiés pour dénoncer leur puissant maître. La complicité de son entourage révèle l'influence corruptrice du pouvoir et de la peur. Giel s'entourait d'individus qui partageaient ses dépravations ou étaient prêts à les ignorer pour leur profit personnel. Ses cousins Gilles Delel et Roger de Briaville participaient activement au recrutement de victimes. Ses serviteurs Riad Grillard et Étienne Corillo avouèrent plus tard avoir éliminé les corps et nettoyé les preuves des crimes. Le rôle de Franny Patti, alchimiste italien et prétendu sorcier, ajoute une dimension supplémentaire à l'horreur. Pilati a convaincu Jay que le sang des enfants pouvait être utilisé lors de rituels pour invoquer des démons et découvrir le secret de la pierre philosophale. On ignore si Prolati y croyait vraiment ou s'il a simplement exploité les obsessions de Jay à son profit, mais son influence a indéniablement accru la fréquence et la brutalité des meurtres. Le caractère systématique des crimes témoigne d'un niveau d'organisation effrayant, même selon les normes modernes. Les corps étaient jetés dans les cheminées des châteaux, les cendres dispersées pour éviter toute découverte. Les vêtements étaient brûlés ou donnés aux pauvres dans des villages éloignés, où ils ne seraient pas reconnus. Les rares vestiges qui n'ont pas pu être entièrement détruits ont été dissimulés dans les murs du château ou enterrés dans des lieux reculés. Le plus troublant était peut-être la capacité de Gilles à maintenir son image publique durant cette période. Il continua d'exercer ses fonctions de noble, assistant aux offices religieux, recevant d'autres aristocrates et même commandant des œuvres d'art religieux. Cette dualité, noble pieux le jour et tueur prédateur la nuit, lui permit d'opérer sans être détecté pendant près d'une décennie. Cela nous rappelle que le mal revêt souvent le masque de la respectabilité. Les archives historiques du procès de Gilles d'Ais fournissent des témoignages que même les juges médiévaux les plus endurcis trouvaient difficiles à entendre. S'il est nécessaire de reconnaître ces horreurs pour comprendre l'ampleur de ces crimes, nous les aborderons avec la gravité et la sensibilité qu'elles méritent. Les récits qui subsistent proviennent principalement des aveux de ses complices et des témoignages des quelques enfants qui ont réussi à s'échapper ou ont été secourus avant de connaître leur sort. Les abus commis suivaient une routine effroyable. Après une période initiale de traitement bienveillant, Jess révélait sa véritable nature. Les archives historiques indiquent qu'il prenait un plaisir sadique à effrayer ses victimes, prolongeant souvent leur souffrance pour sa propre satisfaction. Ses serviteurs ont témoigné qu'il lui arrivait de réconforter les enfants pour ensuite reprendre ses tortures, créant un cycle d'espoir et de désespoir qui s'adressait à un esprit profondément perturbé. Qu'est-ce qui a poussé un homme aussi privilégié et accompli à commettre de telles atrocités? Des témoignages contemporains suggèrent que Jess souffrait d'une forme d'addiction à la violence, nécessitant des extrêmes toujours plus grands pour atteindre la même satisfaction psychologique. Son propre témoignage, recueilli sous la menace de la torture, mais corroboré par de multiples témoins, décrit une escalade de la violence qui a débuté peu après la mort de Jonavar et s'est intensifiée au fil des ans. L'implication de pratiques occultes ajoute une dimension supplémentaire à ces crimes. Gilles devint convaincu que le sang des innocents possédait des propriétés mystiques. Sous l'influence de France Prelati et d'autres sorciers présumés, il pratiqua des rituels mêlant meurtre et tentatives d'invocation de démons. Ces cérémonies, décrites dans les procès-verbaux, comportaient des incantations latines,
des symboles ésotériques et des offrandes incluant des parties de ses victimes. Le nombre exact de victimes reste difficile à évaluer. Des estimations prudentes, fondées sur les témoignages au procès, ont estimé le nombre à environ 80 enfants, mais de nombreux historiens estiment que le nombre réel dépassait 200. Cet écart s'explique par le fait que de nombreuses victimes n'ont jamais été portées disparues, des enfants pauvres, des orphelins et des familles nomades qui ont tout simplement disparu sans que personne ne puisse demander justice pour eux. Les témoignages de ces serviteurs dressent le portrait d'une maisonnée où règne la terreur. Ceux qui participaient au crime le faisaient sous la menace de mort, tandis que d'autres étaient tenus dans l'ignorance de ce qui se passait dans les appartements privés du château. Les rares personnes qui tentaient de quitter le service de Gilles étaient soit soudoyées pour se taire, soit victimes d'accidents suspects. Cette culture de la peur s'est étendue au-delà des murs du château, les paysans locaux ayant appris à cacher leurs enfants lorsque les hommes du maréchal arrivaient. L'impact sur les communautés environnantes a été dévastateur. Des villages entiers ont perdu une génération d'enfants. Des familles ont été détruites par le chagrin et la culpabilité d'avoir confié leurs enfants à un monstre. Le tissu social de la région fut déchiré, les voisins se soupçonnant mutuellement de complicité, et les parents vivaient dans la peur constante pour leurs enfants restants. Les cicatrices psychologiques laissées par les crimes de Gilles perdurèrent des générations. Pourtant, malgré tout cela, Gilles conserva sa position dans la société. Sa noble naissance, sa réputation militaire et son immense fortune formaient un bouclier qui le protégeait de toute responsabilité. Les fonctionnaires locaux qui auraient pu enquêter sur les disparitions furent soit achetés, soit intimidés pour les réduire au silence. Il fallut un acte de surenchère spectaculaire de la part de Gilles pour mettre définitivement fin à son règne de terreur. En 1440, Gilles Duret avait dilapidé la majeure partie de son immense fortune. Son style de vie extravagant, ses expériences alchimiques ratées et les coûts liés au maintien de son entreprise criminelle avaient épuisé ses coffres. Désespéré de manque d'argent, il commença à vendre ses domaines, souvent à des prix bien inférieurs à leur valeur. Ce désespoir financier allait finalement le conduire à l'acte d'orgueil qui révéla ses crimes à la justice. Le catalyseur de sa chute survint lorsque Gilles vendit le château de Sandetien-de-Mort à Geoffrey d'Iron, trésorier du duc de Bretagne. Cependant, René, le frère de Gilles, contesta la vente, et lorsqu'un prêtre nommé Jean Leferon, frère de Geoffrey, prit possession du château au nom du nouveau propriétaire, Gilles craqua. Furieux, il mena une troupe armée au château, viola le sanctuaire de l'église où Joun s'était réfugié et enleva le prêtre. Cet acte sacrilège, l'attaque d'une église et l'enlèvement d'un membre du clergé, donna aux autorités laïques et ecclésiastiques le prétexte qu'elles cherchaient depuis longtemps. L'évêque de Na, Jean de Malestot, qui rassemblait des preuves sur les enfants disparus depuis des années, eut enfin des raisons d'agir. Le duc de Bretagne, désireux d'acquérir les terres restantes de Gilles, soutint l'enquête. La machine judiciaire médiévale, si longtemps tenue en échec par le pouvoir de Geille, commença à se dérégler. L'enquête qui suivit fut remarquablement minutieuse pour l'époque médiévale. Des commissaires furent nommés pour recueillir des preuves et menèrent ce qui s'apparentait à une forme embryonnaire de travail de détective. Ils interrogèrent les familles d'enfants disparus, recueillirent les témoignages d'anciens domestiques et exhumèrent même des restes humains dans des lieux identifiés par des témoins. Le tableau qui en résulta était si horrible que certains enquêteurs refusèrent d'abord d'y croire. À mesure que l'enquête se répandit, de nouveaux témoins se manifestèrent. Des parents qui gardaient le silence par peur ou par honte trouvèrent alors le courage de parler. D'anciens serviteurs ayant fui le service de Gilles revinrent témoigner. Certains de ses complices, sentant que la protection de leur maître s'affaiblissait, commencèrent même à coopérer avec les autorités en échange de clémence. Le mur de silence qui avait si longtemps protégé Geille s'effondra avec une rapidité surprenante. L'arrestation de Gilles Dehaye, le 15 septembre 1440, provoqua une onde de choc au sein de la noblesse française. Un maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, était accusé de crimes apparemment trop monstrueux pour être réels. Dans un premier temps, Gilles réagit avec l'arrogance typique de sa classe, refusant de reconnaître l'autorité de la cour et menaçant ses accusateurs de représailles. Il semblait croire que son statut de noble le protégerait comme toujours. Cependant,
À mesure que les preuves s'accumulaient et que ses complices avouaient, la bravade de Gilles commença à s'effriter. Les témoignages d'Henri Grillard et d'Étienne Corot, ses serviteurs personnels, qui avaient éliminé d'innombrables corps, furent particulièrement accablants. Ils fournirent des récits détaillés des meurtres, des lieux où l'on pouvait retrouver les restes et des méthodes employées pour dissimuler les crimes. Leurs aveux, faits sous serment et sous la menace de la damnation éternelle, eurent un poids considérable dans la société profondément religieuse de la France médiévale. Le procès lui-même devint un spectacle public. Tenu à Nat, il attira des foules venues de toute la région. Nombreux sont ceux qui sont venus espérer entendre que les accusations étaient fausses, que leur héros avait été accusé à tort. Au lieu de cela, ils ont entendu des témoignages qui ont confirmé leurs pires craintes et révélé des horreurs inimaginables. Les procès-verbaux, soigneusement enregistrés par les scribes du tribunal, nous offrent l'un des récits les plus détaillés de meurtres en série de l'histoire médiévale. Le procès de Gilles s'ouvrit le 13 octobre 1440 dans la grande salle de Luvanat. 2 tribunaux siégèrent simultanément, un tribunal ecclésiastique pour les accusations d'hérésie et d'invocation de démons, et un tribunal séculier pour les meurtres. La dualité des procédures reflétait la complexité des crimes et garantissait que Gilles ne puisse échapper à la justice en invoquant des privilèges ecclésiastiques ou nobles. Les procureurs avaient constitué un dossier accablant. Plus de 100 témoins étaient prêts à témoigner, dont les parents des victimes, les enfants survivants qui avaient réussi à s'échapper et des membres de la famille de Gilles. Les preuves matérielles comprenaient des restes retrouvés dans les cheminées du château, des vêtements tachés de sang et des accessoires de rituels occultes. Le plus accablant était peut-être les confessions détaillées de ses complices, dont les récits se corroboraient mutuellement avec une précision effroyable. Au début, Gilles tenta d'utiliser son statut de noble comme bouclier, refusant de reconnaître l'autorité de la cour et exigeant d'être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par d'autres nobles plus compréhensifs. Face à l'échec de ses tentatives, il changea de tactique, alternant indignation, dénégation et tentative d'intimidation des témoins. Il a particulièrement porté son attention sur Pierre d'Hôpital, le président de la République de Bretagne qui menait l'accusation laïque. Le témoignage des parents était poignant. Mère après mère, père après père, ont témoigné pour décrire comment leur fils avait été séduit par la promesse d'une vie meilleure. Nombreux étaient ceux qui pleuraient en racontant les derniers regards qu'ils avaient croisés sur leurs enfants, vêtus de leurs plus beaux habits et enthousiasmés par cette nouvelle opportunité. Certains avaient reçu des messages annonçant que leur fils se portait bien, mais n'avaient plus jamais eu de leurs nouvelles. Le chagrin accumulé au fil des ans s'est exprimé dans cette salle d'audience. Le témoignage de Pain-Martin, surnommé Lamefray, la terreur, s'est avéré particulièrement significatif. Cette vieille femme avait aidé Gilles à trouver des victimes, et ses aveux ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'opération. Elle a décrit comment elle identifiait les cibles appropriées, contactait leurs familles pour leur proposer un emploi et amenait les enfants au château. Son récit pragmatique de son rôle dans ces crimes a choqué même les juges les plus endurcis. À mesure que les preuves s'accumulaient, le sang-froid de Gilles commençait à s'effriter. Le 15 octobre, face à la menace de torture et d'excommunication, il s'effondra soudainement. Dans une scène dramatique qui stupéfia la salle d'audience, il tomba à genoux et avoua les faits. Ses aveux, prononcés en latin puis traduits en français pour la foule, étaient si détaillés et horribles que les juges ordonnèrent l'évacuation des femmes et des enfants de la salle d'audience. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire juridique médiévale. Gilles non seulement avoua les meurtres, mais sembla assumer sa culpabilité avec une ferveur qui confinait au théâtre. Il implora le pardon des familles de ses victimes, sollicita leurs prières et prononça des sermons, mettant en garde contre les péchés d'orgueil et d'excès. Certains historiens ont interprété cela comme un repentir sincère, tandis que d'autres y voient l'ultime performance d'un manipulateur consumé. Le verdict ne fut jamais remis en question après ses aveux. Le 25 octobre 1440, les 2 tribunaux déclarèrent Gilles Duret coupable de meurtre, de sodomie et d'hérésie. La sentence fut la pendaison suivie du bûcher, un châtiment qui reflétait à la fois le crime profane de meurtre et le crime ecclésiastique d'hérésie. Faisant une concession à son statut de noble, le tribunal accepta que son corps soit retiré des flammes avant d'être entièrement consumé, permettant ainsi une sépulture chrétienne.
L'exécution de Gilles était prévue pour le 26 octobre 1440 dans la prairie de Daby, sur l'île Nan. Le choix du lieu était délibéré, un espace public suffisamment grand pour accueillir l'immense foule attendue pour assister à la chute de l'un des criminels les plus célèbres de France. À l'aube, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, dont de nombreux parents de victimes venus de loin pour que justice soit faite. La journée commença par une cérémonie religieuse élaborée. Gilles, vêtu de blanc en signe de repentir, fut conduit en procession dans les rues de Nat. Il marchait pieds nus, un cierge à la main, et s'arrêtait dans différentes églises pour prier. Cette démonstration publique de contrition était typique des exécutions médiévales, destinée à démontrer que même le pire pécheur pouvait trouver la rédemption par la confession et le repentir. La réaction de la foule fut mitigée. Certains pleuraient à la vue du héros tombé, tandis que d'autres criaient des imprécations et des refus. Sur l'échafaud, Gilles prononça un dernier discours, conservé dans les archives historiques. Il exhorta la foule à s'inspirer de son exemple, conseillant aux parents de discipliner correctement leurs enfants et aux jeunes nobles d'éviter les péchés d'orgueil et d'excès. Il s'adressa spécifiquement aux parents de ses victimes, implorant leur pardon et sollicitant leur prière. Ce discours, sincère ou calculé, émut de nombreuses personnes dans la foule jusqu'aux larmes. L'exécution elle-même suivit le rituel prescrit. Gilles fut pendu en premier, ainsi que deux de ses complices, Henriade Grillard et Étienne Corillot. Comme promis, son corps fut décapité avant que les flammes ne le consument entièrement, permettant à sa famille de réclamer sa dépouille pour l'enterrer. Les corps de ses complices furent réduits en cendres, une distinction de rang ultime qui persista même après la mort. La foule assista en silence à la fin de celui qui avait été l'un des plus grands héros français. Immédiatement après l'exécution, une action concertée fut menée pour effacer Gilles d'As de l'histoire. Ses biens furent saisis et redistribués entre diverses personnes, dont le duc de Bretagne et les familles de certaines victimes. Son nom fut rayé de nombreux registres officiels et les monuments commémorant son service militaire furent profanés ou détruits. La noblesse française, embarrassée par le scandale, semblait déterminée à faire comme si l'un des siens n'avait jamais existé. Cependant, l'impact sur la population locale fut profond et durable. Dans les villages autour de ses anciennes propriétés, les parents utilisaient son nom pour effrayer les enfants et les forcer à obéir. « Soyez sages ou la race vous vaincra » devint une menace courante. Les églises célébraient des messes spéciales pour les âmes de ces victimes, dont beaucoup n'avaient jamais bénéficié de droits funéraires. Certaines communautés ont érigé des monuments commémoratifs portant les noms de leurs enfants disparus, premiers exemples de monuments dédiés aux victimes de violences. Les familles des victimes ont dû faire face à leurs propres difficultés par la suite. Si certaines ont reçu une compensation grâce à la redistribution des biens de Gilles, aucune somme d'argent n'a pu effacer leurs pertes. Nombre d'entre eux ont été stigmatisés socialement, la société médiévale reprochant souvent aux familles des victimes de ne pas avoir protégé leurs enfants. Certaines familles se sont brisées sous la pression, tandis que d'autres ont puisé de la force dans leur deuil commun, formant très tôt des réseaux de soutien qui se sont entraidés pour surmonter la perte. L'Église catholique a dû s'interroger sur la façon dont un tel mal a pu prospérer sous leur surveillance. Gilles avait été mécène des églises, avait commandé des œuvres d'art religieux et avait conservé une apparence de piété tout au long de sa tuerie. L'évêque de Nat ordonna une enquête sur la façon dont les signes avant-coureurs avaient été ignorés, ce qui conduisit à des réformes dans la surveillance des mécènes influents et dans l'enquête sur les rumeurs de malversation. Plus important encore, le procès et l'exécution de Gilles ont établi d'importants précédents juridiques. Ils ont démontré que même la plus haute noblesse pouvait être tenue responsable de crimes commis contre des roturiers. L'enquête approfondie et la documentation minutieuse des preuves ont établi des normes qui allaient influencer les procédures judiciaires ultérieures. Dans une société où la force prime souvent, la condamnation d'un maréchal de France pour crimes commis contre des enfants de paysans a envoyé un message fort sur les limites du privilège noble. Quelques décennies après son exécution, le personnage historique de Gilles a commencé à se manifester. Pour fusionner avec le folklore et la légende. La plus durable de ces associations légendaires le lie au personnage de Barbe Bleue, le riche noble qui assassine ses épouses et cache leur corps dans une chambre interdite.
Si le conte populaire de Barbe Bleue est antérieur à Gilles et existe sous diverses formes à travers l'Europe, de nombreux spécialistes pensent que les crimes de Gilles de Ras ont influencé les versions ultérieures de l'histoire, notamment en Bretagne. La transformation du meurtrier d'enfants en meurtrier d'épouses dans l'imaginaire populaire. Ce récit révèle beaucoup de choses sur les conventions narratives médiévales et modernes. Le meurtre d'épouse, bien qu'horrible, était plus acceptable pour le public que les crimes contre les enfants. L'histoire de Barbe Bleue a également ajouté des éléments de curiosité et de désobéissance féminines absents des crimes historiques, reflétant les inquiétudes sociétales quant à l'indépendance des femmes, absentes du cas original. La version littéraire de Barbe Bleue de Charles Perrault, parue en 1697, a consolidé ce lien dans la culture populaire. Bien que Perrault n'ait jamais explicitement identifié sa barbe bleue à Gilles II, le décor français, le noble protagoniste et le château chargé de sombres secrets reflétaient tous des éléments du cas historique. La version de Perrault devint la référence, se répandant à travers l'Europe et finalement le monde entier, transportant les échos des crimes de Gilles bien au-delà de leur contexte d'origine. Le folklore entourant les anciens châteaux de Gilles contribua à leur atmosphère légendaire. Les légendes locales parlaient de lumières fantomatiques dans des tours abandonnées, de cris d'enfants dans la nuit et d'un sol maudit où rien ne poussait. Le château de Tforges, en particulier, devint connu comme un lieu maléfique, les habitants refusant de s'en approcher après la tombée de la nuit. Ces histoires de fantômes servaient à la fois de mémoire culturelle et d'avertissement, entretenant l'horreur de ce qui s'était passé dans la conscience collective. La romantisation de Gilles Duret dans certaines œuvres littéraires ultérieures s'avère troublante. Certains auteurs du XIXe siècle, influencés par la fascination du mouvement romantique pour le gothique et la transgression, le présentaient comme un personnage tragique, poussé au mal par un amour perdu ou une noble souffrance. Ces portraits minimisaient ou ignoraient ses victimes, se concentrant plutôt sur son trouble intérieur et sa prétendue complexité. Cette tendance atteignit son apogée chez certains écrivains français décadents, qui voyaient dans Gilles un précurseur de leur propre rejet de la morale conventionnelle. Une fiction historique plus responsable s'est attachée à saisir l'horreur réelle des crimes de Gilles tout en explorant les conditions sociales qui les ont permis. Ces œuvres se concentrent souvent sur les victimes et leurs familles, les domestiques pris dans une situation intenable ou les enquêteurs qui ont finalement traduit Jason en justice. En centrant le récit sur les personnes touchées par ces crimes plutôt que sur Jason lui-même, on honore la mémoire des victimes tout en explorant d'importantes questions de pouvoir, de justice et de responsabilité. La persistance de l'histoire de Gilles dans la culture populaire soulève d'importantes questions sur la manière dont la société se souvient et représente le mal historique. Chaque génération semble réinterpréter son histoire à sa manière, qu'il s'agisse d'un récit édifiant sur un pouvoir débridé, d'un roman d'horreur gothique ou d'un récit de faits divers. Le danger réside dans le fait de laisser le côté sensationnel de l'affaire éclipser son véritable coût humain, les centaines d'enfants dont la vie a été fauchée et les familles détruites par le deuil. Le tourisme moderne autour des sites de Giel présente des défis éthiques. Si certains soutiennent que ces lieux devraient être préservés en tant que monuments historiques et témoins des maux passés, d'autres s'inquiètent de la glorification d'un tueur d'enfants. Les musées et les guides touristiques doivent trouver un équilibre entre valeurs éducatives et sensibilité face à la nature horrible des crimes commis sur ces sites. Cette approche reflète souvent des attitudes culturelles plus larges envers une histoire difficile et la responsabilité qui nous incombe de nous souvenir du passé avec exactitude et respect. Ces dernières décennies, certains historiens ont remis en question certains aspects du GE, proposant des interprétations alternatives allant de l'érudition approfondie au révisionnisme problématique. Le plus sérieux de ces arguments suggère que Gilles aurait été victime d'un complot politique, ourdi pour des crimes qu'il n'a pas commis par ceux qui convoitaient sa fortune et voulaient éliminer une menace politique potentielle. Les partisans de cette théorie invoquent plusieurs facteurs. L'intérêt financier manifeste du duc de Brittany dans la chute de Gess, le recours à la torture pour extorquer des aveux à ses serviteurs et le caractère fantaisiste de certaines allégations occultes. Il souligne que les procès médiévaux comportaient souvent de fausses accusations de sodomie et d'hérésie lorsque les autorités souhaitaient anéantir un ennemi politique. Certains suggèrent même que l'ampleur des crimes présumés, potentiellement plus de 200 victimes, compromet la crédibilité. Cependant, la théorie du complot se heurte à des difficultés considérables face aux preuves.
Le nombre et la diversité des témoins, plus de 100 personnes issues de classes sociales différentes et sans lien apparent autre que leur victimisation, en rendent un coup monté extrêmement improbable. Les preuves matérielles, y compris les restes humains, retrouvés exactement là où les complices avaient annoncé leur présence, corroborent matériellement les témoignages. Le plus convaincant est que de nombreux témoins ont témoigné au péril de leur vie, sans rien retirer de leur témoignage. Les aveux de Gilles et de ses complices, bien qu'obtenus sous la menace de la torture, contiennent des détails qui concordent avec d'autres preuves et témoignages. Les procédures juridiques médiévales, certes différentes des normes modernes, comportaient des garanties contre les faux aveux, notamment l'obligation de répéter librement les aveux devant le tribunal, sans contrainte. La confession publique de Gilles et ses expressions de repentir élaborées, bien que potentiellement théâtrales, sont difficiles à expliquer par une simple contrainte. Certains révisionnistes ont tenté de minimiser le nombre de victimes ou de suggérer que les meurtres, bien que réels, ont été exagérés à des fins politiques. Cette approche, tout en reconnaissant la culpabilité de Gilles, vise à la minimiser en remettant en question l'ampleur de ses crimes. Cependant, cette minimisation déshonore la mémoire des victimes et ignore le témoignage de leurs familles. Même si le nombre réel n'était que de 80 au lieu de 200, l'horreur des crimes demeure inchangée. Le débat autour de Gilles reflète des enjeux plus vastes quant à notre approche de la justice historique. La recherche de complexité et de nuances chez les personnages historiques peut parfois conduire à une fausse équivalence qui minimise le mal véritable. S'il est important de comprendre le contexte politique et social des procès historiques, nous devons veiller à ne pas laisser le scepticisme prendre le pas sur les preuves évidentes d'atrocité. Le témoignage des parents en deuil mérite autant de crédit que les protestations des Les historiens légistes modernes qui ont examiné l'affaire concluent généralement que, même si certains détails ont pu être enjolivés ou mal interprétés, les accusations principales contre Gilles d'Ais étaient presque certainement fondées. Le schéma des disparitions, la concordance des témoignages, les preuves matérielles et les aveux plaident tous en sa faveur. Les motivations politiques de ces procureurs ne nient pas la réalité de ces crimes. Des personnes mal intentionnées peuvent encore être traduites en justice pour des motifs impurs. Le débat révisionniste rappelle l'importance d'une méthodologie historique rigoureuse et les dangers d'un scepticisme crédule ou excessif. Il met également en évidence comment les crimes contre les plus faibles, en l'occurrence les enfants de paysans, peuvent être minimisés ou remis en question d'une manière qui est rarement le cas pour les crimes contre les puissants. Les voix des victimes et de leurs familles, consignées dans les archives judiciaires, méritent d'être entendues et crues, et non rejetées comme faisant partie d'un complot vieux de plusieurs siècles. Le cas de Gilles Duret offre des parallèles troublants avec les cas contemporains de maltraitance systématique d'enfants, notamment ceux impliquant des individus puissants qui usent de leur statut pour s'en prendre à des victimes vulnérables. Les mécanismes qui ont permis à Gilles d'agir pendant près d'une décennie. La richesse, la position sociale, la complicité institutionnelle et l'incrédulité de la société restent pertinents pour comprendre le fonctionnement des prédateurs aujourd'hui. Le rôle des complices dans les crimes de Gilles reflète les schémas observés dans les scandales d'abus contemporains. Ses serviteurs et associés, qui procuraient des victimes, éliminaient les preuves et gardaient le silence, ont créé un réseau qui a facilité la poursuite des abus. Les cas modernes révèlent souvent des réseaux similaires d'individus qui, par leur participation active, leur aveuglement volontaire ou leur silence induit par la peur, permettent la poursuite des abus. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour créer des systèmes qui protègent les personnes vulnérables. Le ciblage des victimes marginalisées, des enfants pauvres dont la disparition peut passer inaperçue ou ne pas faire l'objet d'une enquête, reflète une tendance qui perdure aujourd'hui. Les prédateurs sélectionnent souvent leurs victimes en fonction de leur vulnérabilité, ciblant celles qui sont moins susceptibles d'être crues ou dont les familles n'ont pas les moyens d'obtenir justice. La capacité de Gilles à agir ouvertement à certains égards, en envoyant des domestiques recruter des enfants dans les villages, illustre l'audace dont peuvent faire preuve les agresseurs lorsqu'ils se croient intouchables. La réticence initiale des autorités à enquêter, malgré l'accumulation de preuves, rappelle les cas contemporains où les institutions ont protégé les agresseurs pour éviter le scandale. Tout comme les autorités médiévales hésitaient à agir contre un maréchal de France, les institutions modernes, qu'il s'agisse d'églises, d'écoles ou d'industries du spectacle, ont souvent privilégié la réputation à la sécurité des enfants.
La leçon est claire, nul ne devrait être au-dessus de tout soupçon, et la réputation d'aucune institution ne vaut plus que la vie des enfants. L'importance de croire les victimes apparaît comme un thème crucial. Les parents qui signalaient la disparition de leurs enfants étaient initialement ignorés ou écartés. Leurs inquiétudes étaient minimisées par leur pauvreté et le pouvoir de l'accusé. Ce n'est que lorsque le nombre de victimes atteignait un seuil critique que les autorités intervenaient. La protection moderne de l'enfance doit privilégier une intervention précoce et prendre au sérieux tous les signalements, quel que soit le statut de l'accusé ou sa position sociale. Le rôle de la documentation dans l'obtention de la justice ne saurait être surestimé. Les archives détaillées du procès de Gilles ont permis aux historiens de comprendre ces crimes et le système qui l'a finalement conduit devant la justice. Les cas contemporains bénéficient d'une documentation similaire, qu'il s'agisse de rapports de police, de témoignages de survivants ou de journalisme d'investigation. La création et la conservation de ces archives permettent de ne pas oublier les victimes et d'identifier et de prévenir les abus. L'impact psychologique sur les communautés révélé par l'affaire Gilles D reste d'actualité. Le traumatisme vécu par les familles ayant perdu des enfants, les communautés ayant vécu dans la peur, et même celles qui ont participé au crime ou en ont eu connaissance, mais se sentaient impuissantes à agir, a laissé des blessures durables. Une compréhension moderne du traumatisme collectif peut aider les communautés à guérir d'expériences similaires et à renforcer leur résilience face à de futures prédations. Plus important encore, l'affaire Gilles de Rais démontre que la justice, même si elle est parfois différée, peut prévaloir même contre les auteurs les plus puissants. Son exécution a envoyé un message qui a résonné à travers les siècles. La richesse et le statut social ne donnent pas le droit de nuire aux innocents. Alors que nous continuons de lutter contre les abus commis par des individus puissants à notre époque, ce précédent historique nous rappelle que la responsabilité est possible et nécessaire. Près de 6 siècles après son exécution, Gilles D demeure l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire. Son nom est synonyme de corruption du pouvoir et de vulnérabilité de l'innocence. Son histoire nous confronte à des vérités dérangeantes sur la nature humaine, les hiérarchies sociales et les systèmes que nous créons pour protéger les plus vulnérables. L'ombre qu'il a projetée s'étend bien au-delà de son époque, offrant des leçons qui restent douloureusement pertinentes aujourd'hui. La transformation de Gilles, de héros en monstre, remet en question les notions simplistes du bien et du mal. Cet homme a fait preuve d'un courage extraordinaire au combat, a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc pour la liberté de la France, a soutenu les arts et l'Église. Pourtant, ce même homme a commis des crimes si horribles que des juges médiévaux endurcis, habitués à la brutalité, ont été choqués par leur dépravation. Cette dualité nous rappelle que le mal se présente souvent sous les traits d'un monstre, mais sous le masque de la respectabilité. La question de la création de Gilles D continue de fasciner et de troubler. Est-il né avec ses penchants ou les circonstances ont-elles fait de lui un prédateur? La mort de ses parents dans son enfance, la violence de la guerre, la perte de Jeanne d'Arc, son immense richesse et son pouvoir, sont autant de facteurs avancés comme facteurs contributifs. Pourtant, des millions de personnes ont vécu des situations similaires sans pour autant devenir des tueurs. La vérité réside probablement dans une interaction complexe entre personnalité, opportunité et défaillance sociétale qui a permis à son côté sombre de prospérer sans contrôle. Pour les familles des victimes, la justice n'a apporté qu'un réconfort limité. L'exécution de Gilles et de ses complices n'a pu ramener les enfants perdus ni panser les blessures du deuil. De nombreuses familles ne se sont jamais remises de leurs pertes, transmettant leur traumatisme de génération en génération. Leurs histoires nous rappellent que l'impact de tels crimes va bien au-delà des victimes immédiates, créant des vagues de douleur qui peuvent durer des siècles. En nous souvenant de Gilles DESS, nous ne devons jamais oublier ceux dont il a détruit la vie. Les archives historiques de cette affaire servent à la fois de documentation et d'avertissement. Les transcriptions détaillées du procès, les témoignages et les récits contemporains garantissent que les victimes ne seront pas oubliées et que les générations futures pourront tirer les leçons de cette tragédie. À une époque où l'information peut être manipulée ou supprimée, la préservation de la vérité historique devient un acte de justice en soi. Les moines et les scribes qui ont consigné ces sombres événements ont rendu un service essentiel à la postérité. La France moderne s'est demandé comment se souvenir de Gilles D.
Certains lieux associés à ces crimes sont devenus des lieux de commémoration et d'éducation, tandis que d'autres ont tenté de se distancier de cette sombre histoire. Le défi consiste à reconnaître le passé sans le glorifier, à éduquer sans sensationnaliser. Les différents musées, mémoriaux et programmes éducatifs consacrés à ces crimes doivent concilier exactitude historique et sensibilité à la douleur persistante de ces actes. Cette affaire continue d'influencer les approches juridiques et sociales de la protection de l'enfance. Le caractère systématique des crimes de Gilles et le réseau qui les a rendus possibles ont préfiguré la compréhension moderne de la maltraitance organisée. L'importance de la coopération interinstitutionnelle, la nécessité de surmonter les obstacles sociaux à la justice et le rôle crucial de la confiance et du soutien aux victimes ressortent tous de l'étude de ce cas historique. Chaque génération doit réapprendre ses leçons pour protéger ses membres les plus vulnérables. Alors que nous concluons ce sombre voyage à travers l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire, nous restons confrontés à des questions essentielles qui transcendent le temps. Comment créer des sociétés où les plus vulnérables sont protégés ? Comment garantir que le pouvoir et les privilèges ne deviennent pas des boucliers pour les prédateurs ? Comment honorer la mémoire des victimes tout en tirant les leçons des circonstances qui ont failli à leur protection ? L'histoire de Gilles Deshaies n'offre pas de réponse simple. Mais en nous forçant à affronter ces questions, elle remplit une fonction essentielle. En fin de compte, se souvenir d'un tel mal est en soi un acte de résistance contre sa répétition, une déclaration que les innocents ne seront pas oubliés et que la justice, même tardive, doit prévaloir. Il